Tout de suite, place à l'invité du grand journal Midi 1 Morning. La crise entre l'Alliance des États du Sahel et la CEDEAO est loin d'être finie. L'alliance formée par le Mali, le Niger et le Burkina Faso a rejeté dimanche avec fermeté le délai supplémentaire de 6 mois proposé par la CEDEAO pour leur retrait définitif, dénonçant une tentative de déstabilisation orchestrée par la France et certains leaders de la CEDEAO. Pour parler des derniers développements entre l'Alliance des États du Sahel et la CEDEAO, nous sommes en direct avec M. Sédik Abba, journaliste, écrivain et spécialiste du Sahel. Bonjour Sédik Abba et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour madame et bonjour à tous vos téléspectateurs. Alors la décision de la CEDEAO a provoqué une vive réaction des pays de l'Alliance des États du Sahel qui affirment défendre leur souveraineté face à des ingérences extérieures. L'Alliance a annoncé qu'elle mettait ses forces de défense et de sécurité en état d'alerte maximale. Comment expliquer cette montée de tension? Non, il y a visiblement et de façon irréfutable une crise de confiance entre la CEDEAO et les pays de l'Alliance des États du Sahel. Crise de confiance qui commence avec les sanctions infligées par la CEDEAO au Mali. Ensuite, le projet d'intervention avorté de la CEDEAO après le coup d'État de juillet 2023 au Niger, avec des sanctions qui ont été là aussi imposées au Niger. Donc, cette crise de confiance a amené les trois pays, Burkina Faso, le Mali et le Niger, à créer l'Alliance des États du Sahel. Et la création de cette alliance n'a pas arrangé les choses entre la CEDEAO et les trois pays, et on est arrivé à cette décision de mise en alerte des forces après le sommet de la CEDEAO qui s'est tenu le 15 décembre à Abuja. Très bien. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger l'assurent. Ils vont bien quitter l'organisation, la CEDEAO, le 29 janvier prochain et rejettent le délai de rétractation de 6 mois proposé par la CEDEAO. Quelles conséquences cette décision pourrait-elle avoir sur la région? Oui, cette décision de retrait qui va être effective à partir du 29 janvier 2025 va freiner le processus d'intégration régionale, puisque comme on sait, après la création de la CEDEAO en 1975, un processus d'intégration régionale a pu être mis en place et il est avancé, puisque la CEDEAO a été une des toutes premières régions sur le continent africain à garantir la libre circulation des personnes et des biens à l'intérieur de ces 15 pays membres. Ensuite, sur le plan économique aussi, le niveau d'échange économique est un des meilleurs après l'Afrique de l'Est. La CEDEAO affiche à moins 19% d'échanges économiques intra-régionaux. Donc, tout ce processus va s'arrêter, l'intégration économique régionale va s'arrêter, sans compter maintenant les conséquences que ça va avoir sur la situation sécuritaire, parce que vous savez que l'Afrique de l'Ouest, particulièrement les trois pays du Sahel, sont confrontés par une menace terroriste. Et si ce divorce entre la CEDEAO et l'AES se produit, il est évident que ça va avoir un impact sur la situation sécuritaire aussi. Parlons maintenant des efforts de médiation menés par le Sénégal et le Togo face à cette crise. Que peut-on attendre de cette médiation? Est-il encore possible de trouver un terrain d'entente entre ces deux organisations? Vous faites bien de rappeler cette médiation puisque le président sénégalais s'est déjà rendu au Burkina Faso et au Mali, mais ne s'est pas rendu au Niger. Et le président togolais aussi, même s'il ne s'est pas déclassé, continue à faire la médiation. Mais pour l'instant, il n'y a pas de possibilité, à mon avis, comme ont indiqué les pays de l'AES. Ce divorce-là est totalement irréversible. Il n'y a aucune chance, en tout cas dans l'immédiat,
que le pays revienne à l'intérieur de la CEDEAO. À mon avis, ce que la médiation peut permettre dans les prochains jours, c'est de créer une coopération entre la CEDEAO et l'AES. Même si les États de l'AES quittent, il faut éviter qu'il y ait une confrontation, qu'il y ait une rupture, qu'on puisse mettre des accords comme ça a pu exister entre le G5 Sahel et la CEDEAO ou d'autres organisations et la CEDEAO. C'est à cela qu'il faut s'attendre. L'alliance des États du Sahel s'est encore radicalisée vis-à-vis de la France. Les États membres de l'alliance dénoncent les manœuvres, je cite, de tromperie de la part de la France. Ils accusent l'ancienne puissance coloniale de remplacer ses bases militaires par des dispositifs moins visibles. Qu'en pensez-vous ? Oui, je crois qu'il y a là aussi plus qu'une grippe de confiance, c'est une rupture inédite entre la France et trois de ses anciennes colonies, le Burkina Faso, le Mali et le Niger. La France aussi a commis un certain nombre d'erreurs en essayant de presque faire de l'ingérence, se mettre au devant dans la situation du coup d'État au Niger ou au Burkina et au Mali, a pu être considérée comme une ingérence par une bonne partie de l'opinion. Et cette crise de confiance a amené ces pays à considérer que la France n'a pas renoncé à les déstabiliser. Je crois qu'il y a aussi une part d'exagération dans ça. Je ne suis pas convaincu qu'il y a des projets d'installer des bases françaises au Nigeria pour attaquer le Niger. Mais tout ça traduit une crise de confiance et ça explique aussi les erreurs qui ont pu être commises par celle de la France. J'espère que à Paris, on va tenir compte dorénavant pour avoir moins de présence dans les affaires intérieures de ces pays. Et en attendant, à mon avis, il faut accompagner ces États à retrouver le chemin de la démocratie. Et ça, ce n'est pas à la France de le faire, c'est à la sous-région de le faire, c'est à l'Union africaine d'accompagner ces pays. Et c'est aussi aux opinions publiques de ces pays-là de mettre en place des régimes démocratiques parce que la démocratie va de pair avec le développement économique et des régimes de transition, à mon avis, surtout des transitions militaires, ne sont pas le modèle idéal pour la démocratie et même pour le retour à la sécurité. Alors, Monsieur Seydi Kaba, cette crise semble se transformer en un enjeu géopolitique plus large. La dynamique souverainiste de l'Alliance des États du Sahel permettra-t-elle de faire face aux défis sécuritaires et diplomatiques majeurs ? Vous faites bien de souligner qu'aujourd'hui, dans le contexte actuel, il y a beaucoup d'autres acteurs que la France. Il y a la Russie, il y a la Chine, il y a la Turquie. Donc, il y a un enjeu de compétition géostratégique dans le Sahel. Et il faut voir que les pays du Sahel, à mon avis, doivent s'organiser pour tirer le meilleur profit de cette coopération, de la possibilité de cette compétition entre différents acteurs. Il ne choisit pas d'avoir une approche manichéenne, choisir la Russie et renoncer aux autres partenaires, ou choisir les autres partenaires. À mon avis, il faut que les pays du Sahel trouvent le moyen d'avoir la coopération avec tout le monde selon son avantage comparatif et renforcer aussi le défi, la lutte contre l'insécurité, pas seulement sur le plan militaire et sécuritaire, mais il faut aussi que les questions de développement, par exemple le chômage de jeunes, qui permet que le groupe djihadiste recrute des jeunes pour 76 euros, la question du chômage de jeunes, la question du développement, la question de gouvernance doit amener à construire une réponse holistique qui prenne en compte toutes les dimensions de la crise. Sinon, si on s'en tient seulement à la réponse sécuritaire et militaire, le Sahel ne pourrait pas s'en sortir face à cette menace. Et au Sahel, vous savez, la sécurité et le développement vont ensemble. Au cas où ce départ est acté, quel type de coopération serait possible entre la CEDEAO et les pays membres de l'AES ? Je crois qu'il faut, par exemple, garantir dès à présent la possibilité de la libre circulation entre les ressortissants de l'AES et ceux de la CEDEAO. Qu'on ne mette pas un frein, un coup d'arrêt à cette libre circulation. Aussi que les échanges économiques puissent continuer. Vous savez, quand vous prenez un pays comme le Mali, il n'a pas de port maritime, à part maintenant que Sa Majesté le Roi a promis à donner cette possibilité aux pays de l'AES d'accéder à la façade atlantique. Sinon, ces pays n'ont pas d'accès à la mer. Le Burkina a besoin de... donc, il faut que ces pays continuent à travailler avec les États de la côte pour qu'ils puissent avoir des échanges économiques. Et puis, enfin, et pour moi, c'est le plus important, la dimension sécuritaire.
on ne peut pas lutter contre l'insécurité au Sahel sans les 3 pays de l'AES. Donc, il faut que, sur ce plan aussi, la CEDEAO et l'AES se mettent ensemble pour travailler ensemble parce que aujourd'hui, la menace sécuritaire est en train de quitter le Sahel pour arriver dans des pays du Golfe de Guinée, comme le Bénin, comme le Togo et la Côte d'Ivoire. Donc, il faut qu'il y ait une coopération aussi sur ce plan-là. Et vous voyez, il y a beaucoup d'aspects sur lesquels tout le monde a à gagner. Une confrontation entre l'AES et la CEDEAO ne profiterait à personne. Comment voyez-vous la coopération entre pays membres de l'Alliance des États du Sahel? Il faut que cette coopération se développe. Le projet en lui-même est un projet intéressant parce que les pays ont décidé de se mettre ensemble pour répondre aux défis sécuritaires, qui est un défi transnational. Aucun pays pris isolement, ni le Burkina, ni le Mali, ni le Niger ne peuvent lutter isolement contre l'insécurité. Maintenant, le fait qu'ils se mettent ensemble est une bonne chose, mais il faut aller de l'avant pour qu'il y ait, par exemple, des brigades mixtes, que des unités maliennes et des unités nigériennes soient brassées, qu'elles puissent travailler ensemble pour répondre aux défis sécuritaires. Il faut aussi que, sur le plan économique aussi, qu'il y ait des projets communs, notamment toute la coopération transfrontalière. La zone la plus affectée par l'insécurité, c'est la zone des 3 frontières, la zone qui est commune au Burkina Faso, au Mali et au Niger. Donc, il faut qu'il y ait des initiatives de développement pour que les jeunes, par exemple, puissent avoir du travail et qu'on puisse fluidifier les échanges économiques. Il faut que la sécurité et le développement soient pris comme un nexus et que les pays de l'AES travaillent ensemble et qu'ils puissent avoir aussi de l'accompagnement dans le cadre de la coopération sud-sud. Par exemple, l'accompagnement des pays comme le Maroc, des pays comme l'Afrique du Sud ou l'Éthiopie, qui sont des puissances africaines, peuvent accompagner la coopération entre les États de l'AES. Monsieur Sédik Abba, je vous remercie pour toutes ces précisions. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes journaliste, écrivain et spécialiste du Sahel.